C'est une rumeur tenace sur Gustave Eiffel. Né à Dijon, il aurait détesté sa ville natale au point de ne plus jamais vouloir y retourner une fois adulte. Les Dijonnais eux-mêmes lui auraient d'ailleurs voué ce même rejet. Pourtant, l'histoire est beaucoup plus nuancée qu'il n'y paraît. À mon avis, Eiffel ne détestait pas du tout Dijon, pour la simple et bonne raison que quand il était à Paris, il y revenait très souvent. Par la troisième partie de leur vie, ses parents, ils n'étaient plus au Castel, mais ils étaient dans une maison rue Victor Dumay. Et là, Eiffel leur rendait très souvent visite. On en a des témoignages, des courriers. Donc, il venait très souvent à Dijon, sans compter que son épouse avait encore ses parents qui étaient là. Donc, non. Ça, c'est une légende, je pense. Jusqu'à la construction de la Tour Eiffel, on peut dire que la municipalité le connaissait pas plus que ça, quoi. C'était un des nombreux enfants du pays qui étaient allés faire fortune à Paris. Et puis à partir de la Tour Eiffel, il a eu quand même, il a été auréolé de gloire, comme on dit. Donc en 89, avec la construction de la Tour Eiffel, on a nommé à Dijon un quai Gustave Eiffel, en pensant que sa maison natale était sur ce quai-là. On s'est trompé, on l'a mis le quai en face. Mais bon, 3 ans après, on a supprimé ça. Mais Eiffel, le jour où il est venu pour inaugurer ce fameux quai Eiffel, il a remercié en disant que c'était son quartier natal, qu'il en était très content et tout. Il n'a pas fait la remarque que c'est pas le bon quai, quoi. Cet honneur qui m'est fait par mes concitoyens dans ma ville natale m'a profondément ému et je vous prie, monsieur le maire, d'être mon interprète auprès du conseil municipal pour lui en témoigner toute ma gratitude, tant en mon nom qu'en celui de mes enfants. Veuillez lui dire que c'est dans ma carrière d'ingénieur l'hommage auquel j'ai été le plus sensible. Il y a eu une élection sénatoriale en 91 et puis comme il avait été très bien reçu en 89 par ses amis, comme il était sur vraiment les sommets de la gloire, il n'a même pas daigné faire campagne, il a pensé qu'en étant candidat, il allait être élu. Voilà. Bon, il est arrivé 4e, donc il s'est désisté en faveur de qui donc, là, de Pierre Joigneau, qui est mort peu de temps après, et puis c'est Spuller qui a eu le poste, quoi. Mais je pense que ça l'a un petit peu vexé, là. Donc quand on parle de fâcherie, oui, il y a des honneurs, puis il y a des vexations. On parle souvent du fait qu'il a transporté la tombe de ses parents de Dijon à Levallois. Bon, faut replacer ça dans son contexte. Ses parents, ils sont décédés en 1877 et 78, l'un et l'autre, ou 78 et 79. Et ils ont été enterrés au cimetière de Dijon, qui à l'époque était en bordure de l'avenue Victor Hugo, en montant à droite. Or, tout le monde le sait, ce cimetière-là, il a été supprimé et transféré au Péjosse. Donc tous les gens qui avaient leur tombe là ont été priés de transporter la tombe au Péjosse. Ça a mis au moins 20 ans à être fait. Et quand Eiffel a été pressé de transporter sa tombe, il habitait Levallois, il n'avait plus ses parents à Dijon, son épouse était enterrée à Levallois. La logique voulait qu'il emporte la tombe de ses parents à Levallois. Donc, parler de mésentente avec Dijon, de haine pour Dijon, de rancœur, c'est pousser le bouchon un peu trop loin. Il y a pourtant bel et bien une ombre au tableau. À la fin du XIXe siècle, Ferdinand de Lesseps est le promoteur du canal de Panama qui doit relier l'Atlantique et le Pacifique par l'Amérique centrale. Le projet semble simple, mais sur place surviennent de nombreuses maladies et des accidents. C'est un véritable enfer pour les ingénieurs sur place et le chantier est pris dans un gouffre financier sali par des affaires de corruption. Le scandale éclate dans la presse en 1893 et éclabousse investisseurs, personnalités politiques, journalistes et jusqu'à Gustave Eiffel lui-même sollicité pour sauver le projet.
Monsieur de Lesseps, qui n'avait pas écouté Gustave Eiffel au départ, a fait appel à lui par la suite pour sauver ce projet qui en fait était voué à l'échec dès le départ. Il y a eu des conséquences, des effets collatéraux. Je pense que Gustave Eiffel a fait partie des effets, ce procès l'a éclaboussé, c'était collatéralement. Et bien entendu, il y a eu des réactions très vives parce qu'il y a des gens qui ont perdu je ne veux pas dire leur fortune parce que ça pouvait être des petits porteurs. Il y a des gens qui, sur ces billets de Panama, là, se sont retrouvés sans un sou. Donc, bien entendu, il y a eu des réactions très vives, et notamment la ville de Dijon qui a débaptisé le quai qu'elle venait de lui attribuer 2 ans auparavant. À cette époque, finalement, voilà, il a tout à portée de main. Et malgré cela, c'est peut-être d'ailleurs pour ça qu'il ose finalement se confronter à ce chantier perdant. Il se lance, après Ferdinand de Lesseps, sur un rattrapage qui est finalement très suicidaire dans un sens parce que c'est déjà terriblement tard. Et il n'a pas forcément beaucoup de chance d'y arriver. Mais il le fait quand même. Comme il a toujours relevé des défis dans sa vie, il va relever le défi du canal de Panama. Eiffel est chargé de rattraper, je dirais, ses premières erreurs techniques, donc se substitue à Ferdinand de Lesseps, mais c'est trop tard, la compagnie se porte mal, et effectivement, en faisant faillite, entraîne aussi Eiffel dans sa chute, et c'est une chute véritablement très, très grave, d'un Eiffel qui, après avoir été porté au nu et traîné dans la boue, est humilié, au point que la blessure est grande et forte, et il arrêtera de construire pour cette raison-là. Le scandale de Panama est une ombre qui d'ailleurs, même sur notre famille, a plané longtemps, comme une gêne, comme quelque chose de lourd, compris d'abord porté par lui, et puis presque pendant 1 ou 2 générations par ses enfants. Ça prouve bien la blessure très profonde. Mais ce que nous admirons, c'est sa faculté de rebondissement, puisque très peu de temps après, malgré cette blessure, il dépose ses pancartes d'atelier de construction métallique, mais il se tourne vers la recherche, il va devenir mécène. C'est vrai qu'il est très riche à ce moment-là. Il investit dans le patrimoine, dans la pierre, pour ne plus être finalement le jouet des banquiers et de ces spéculations de son temps qui l'ont certainement dégoûté. Mais à partir de là, se tourne vers des recherches scientifiques en mettant à la disposition du public toutes les recherches qui seraient faites. Il devient mécène scientifique, je crois qu'il ne veut plus entendre parler de transactions financières. Il a le choix de pouvoir le faire, c'est vrai, mais il a aussi le geste de mettre à la portée du public toutes ces recherches. Et combien fait-il encore d'inventions? C'est une seconde carrière qu'il aborde, entre à peu près 20 et 25 ans encore de sa vie qu'il consacre à la recherche scientifique. Ça, c'est trop peu connu. Il faut absolument qu'on le mette en exergue parce que c'est un scientifique mécène hors pair, comme il a été un constructeur hors pair. Gustave Eiffel détestait-il Dijon? Tout porte à croire que non. En 1889, auréolé de succès après l'inauguration de la Tour Eiffel, Gustave Eiffel est de retour à Dijon. Il est reçu notamment par un comité de commerçants et d'industriels. Un banquet est donné en son honneur par d'anciens camarades de l'école centrale. L'un d'eux porte un toast en son honneur avec ces mots: « Nous ne pouvions laisser s'achever l'année 1889 sans t'apporter la preuve que tu n'es pas oublié dans ta ville natale. » Pourtant, c'est un héritage très discret qui demeure aujourd'hui à Dijon, et à l'inverse, on lui attribue à tort certains monuments dijonnais. Est-ce que vous savez qui a réalisé les Halles de Dijon? Gustave Eiffel, Vous pensez que c'est Gustave Eiffel? je pense, oui.